Ligne droite. Le grand entretien. Bonjour Richard Dessez, merci Bonjour, d'être Liselotte. avec nous. Vous pouvez commencer par présenter vos vœux rapidement aux auditeurs qui vous découvrent, qui vous connaissent, mais qui vous chers découvrent dans ce auditeurs, rôle. bienvenue. Je suis ravi de commencer l'année avec Radio Courtoisie. Et d'ailleurs, je continuerai l'année avec Radio Courtoisie. Je suis désormais engagé par Radio Courtoisie. Voilà, donc je ne sais pas si pour vous c'est une bonne nouvelle, mais pour moi c'est un grand plaisir. Mais pour nous aussi, Richard. Merci Liselotte. Je commence à essayer de vous brosser dans le sens du poil. Alors, on reçoit donc ce matin pour ce grand entretien Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, collaborateur parlementaire de Marine Le Pen et président du groupe Rassemblement national en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour et meilleurs vœux à ceux qui nous écoutent. Meilleurs vœux à vous aussi. Alors, on commence l'année avec un bien triste bilan, 10 ans après Charlie Hebdo, 10 ans de politique. On va essayer de savoir ce qu'il s'est passé, comment les choses ont évolué, peut-être d'un point de vue général pour commencer, Andrea Cotarac. Est-ce que selon vous, les choses ont avancé dans le bon sens ? Est-ce qu'on a su tirer en 10 ans les enseignements qu'il fallait de cet attentat contre Charlie Hebdo ? Je pense que pour être honnête avec vous, j'ai écouté tout à l'heure Pierre Gentil, avec qui je suis en parfait accord. Je pense que ces attentats ont profondément choqué la population française. Que ce soit Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et les attentats de Daesh, pour le coup, en novembre 2015, je crois, ont profondément choqué la population. Maintenant, politiquement, est-ce qu'il y a eu des conséquences positives ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, d'abord parce que, à l'heure où je parle, il y a encore 48 heures, le ministre des Affaires étrangères était à Damas, rencontrer M. Jolani, qui était, à l'époque des attentats d'Al-Qaïda en France et de Daesh en France en 2015, était lui-même membre des organisations que je viens de citer. D'abord à Al-Qaïda, puis à Daesh, puis ensuite il a fondé la branche Al-Qaïda en Syrie. C'est à cet homme-là que M. Barrot est allé serrer la main il y a encore quelques heures. Ça pose quand même une question. Alors certes, c'est de la géopolitique, certes, c'est le domaine réservé chez nous, Rassemblement national de Marine Le Pen, ça pose quand même une question de fond. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'était l'islam politique ? Moi, j'ai été, vous le savez, pendant des années à gauche, donc je pourrais parler encore mieux, en tout cas, de par mon expérience, de ce que pouvait penser Mélenchon, ce que pouvait penser une certaine gauche de la laïcité ou de la lutte contre l'islamisme. Je crois qu'on n'a toujours pas compris à gauche ce qu'était l'islamisme. L'islamisme, c'est pas 3 petites racailles, comme disait Sarkozy, dans un quartier qui, d'un coup d'un seul, par une vidéo YouTube, se mettent en mouvement. Non, l'islamisme, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut identifier pour pouvoir mieux le combattre. L'islamisme, l'islam politique est enseigné, a été travaillé pendant des années et des années dans les universités du Caire. C'est une manne financière, c'est une stratégie à long terme. Il ne s'agit pas de 3 personnes en Seine-Saint-Denis qui, un beau jour, sont parties en Syrie. C'est pas ça l'islamisme. Et donc, il faut prendre au sérieux les ennemis que nous avons face à nous et il faut pouvoir le combattre. Moi, je me souviens que Marine Le Pen avait proposé une proposition de loi en février 2022, il me semble, ou 2021, qui était une stratégie globale de l'État pour combattre à tous les niveaux, dans toutes les sphères de l'État, dans les subventions aux associations, dans la répression pénale, combattre le phénomène islamiste, parce que nous, on a pris au sérieux nos ennemis que sont ces personnes-là. Oui, parce que cette loi, elle avait la particularité de cibler justement ces milieux-là. À la place, le gouvernement a choisi des lois qui peuvent s'étendre à tous les Français, probablement par peur de la stigmatisation. C'est quelque chose aujourd'hui qui pèse sur la vie des Français, qui se retrouvent mis sur le même banc que ces fameux islamistes. Et on voit que ces lois peuvent être utilisées aujourd'hui contre le camp national. Et du coup, c'est pour moi inefficace. Parce que Marine Le Pen avait, je crois que l'intitulé exact de cette proposition de loi, c'était la lutte contre l'islamisme et les idéologies totalitaires. Parce qu'on considère que l'islamisme en lui-même est une idéologie totalitaire qui ne laisse pas la place ni au camp national, ni d'ailleurs à personne d'autre. Ouais. Quand dans l'histoire, vous analysez les prises de pouvoir de l'islam politique, alors celui dont on parle est principalement sunnite, mais on peut aussi aller voir chez les chiites, la révolution en Iran était une révolution globale, populaire. Il n'empêche que stratégiquement, c'est Khomeini qui a pris la place aux autres, et ces autres-là, c'était principalement des communistes, des anarchistes et autres qui ont été balayés en premier. Voilà. Donc, il faut analyser avec sérieux les ennemis qu'on a face à nous. Et quand j'entends Sandrine Rousseau
ou d'autres s'exprimer sur le sujet, je dirais même que c'est indigne en fait. Indigne par ignorance du phénomène et de ce dont elle parle. Est-ce que c'est véritablement une ignorance ou s'il n'y a pas une alliance objective malgré tout entre LFI et les islamistes? Quand on voit que Elias Dimzalen a été un compagnon de route et l'est encore, et que ça faisait partie des gens qui, sur leur blog, passaient leur temps à défendre Al-Qaïda, taisaient les massacres qui étaient commis par cette fraction. Moi, je suis en accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un réel changement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti de la France Insoumise, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous regarder dans la glace en se disant « mais en fait, ces gens-là ont complètement changé ». Pour moi, il n'est pas possible d'aller manifester avec le CCIF, une organisation islamiste dissoute par le ministère de l'Intérieur quand même. Ils y sont tous allés. Tous. Vous regardez, hein, c'est toujours sur le site de Libération. Ils ont au moins cet avantage-là, c'est qu'ils laissent les ordures toujours en ligne. Il y a l'appel du CCIF. Tout le groupe de la France Insoumise était là et a signé cet appel. Vous avez des députés européens qui ont signé cet appel. Vous avez François Ruffin qui a signé cet appel. Vous avez des écologistes qui ont signé cet appel. Vous aviez cette sénatrice Benbassa, écologiste de Paris, qui a signé cet appel. Vous vous souvenez même qu'ils avaient mis des étoiles jaunes qui rappelaient la Seconde Guerre mondiale avec écrit musulmans à l'intérieur. Donc ces gens-là étaient là-bas avec des islamistes. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit tout à l'heure, sur Cato TV en 2010, nous expliquait que le voile était une pratique obscène. 2010. Aujourd'hui, il explique que le voile n'est plus un problème. Je ferme les guillemets sur BFM TV l'année dernière. Mélenchon disait dans Le Monde en 2010 que le burkini était un affichage militant. Donc Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un d'intelligent, il n'y a pas de souci là-dessus. Il avait parfaitement intégré que c'était une stratégie politique de l'islam politique et de l'islamisme. C'est un affichage militant, disait-il, et il faut l'interdire. Aujourd'hui, il explique que s'attaquer au burkini, c'est une campagne islamophobe. Jean-Luc Mélenchon nous expliquait que le voile intégral était une pratique répugnante, qu'il fallait défendre l'école de la République laïque, etc. Aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, il expliquait que l'abaya avait toute sa place dans l'école de la République. Il expliquait même qu'il fallait demander au culte musulman français de savoir si l'abaya pouvait être accepté dans l'école de la République, c'est-à-dire de l'État. On a un changement, c'est plus du 180 degrés, c'est un changement total de dialectique, total de vision du monde, total de ce qu'est le phénomène islamiste. Alors après, se pose la question, vous avez raison, est-ce que ce sont des alliés objectifs sur le fond? Est-ce qu'ils sont d'accord en réalité? Ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon a eu ce pari extrêmement dangereux à long terme de se dire j'ai perdu avec Terra Nova et compagnie l'électorat populaire, la force qui travaille, la France des actifs vote pour le Rassemblement national. La France des villes sont européistes, vote pour le bloc central Macron ou les écologistes. Il va bien falloir que j'aille chercher un marché d'électeurs. Peut-être que ce marché d'électeurs-là, je vais aller le chercher en remuant un petit peu l'islamisme et en expliquant que l'État français est un État islamophobe et raciste. Je rappelle que ce sont des termes de l'appel du CCIF pour lequel il est allé manifester en novembre 2019. Vous nous parlez de stratégie électorale, Andrea Cotarac. Il y a aussi aujourd'hui toute une classe politique qui est, on pourrait le dire, complaisante avec cet islam politique, par peur également, pas par stratégie, par peur. On parle souvent de ce fameux embrasement des cités. On a tendance à calmer justement ce terrain-là parce qu'on se dit ce sera la guerre civile. Ben, en réalité, moi, je parle beaucoup d'islamisme, vous l'avez remarqué. Je sais que c'est un débat dans le camp national. Certains disent que c'est l'islam, d'autres disent que c'est une idéologie politique. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est une idéologie politique qu'il faut prendre très au sérieux. Un islamiste, il croit en Dieu et il massacre les autres. Un musulman, il croit en Dieu, il respecte les autres. C'est un peu la différence que je fais. Ceci étant dit, ça va au-delà. Aujourd'hui, Marine Le Pen est à Mayotte. Mayotte est le territoire français qui est composé du plus grand nombre de musulmans en proportion, 97% de musulmans sunnites. Ils votent à 60% pour Marine Le Pen. Donc, RN, un parti islamophobe, bon. Mais on a, sur les territoires métropolitains, une immigration du Maghreb et principalement de l'Algérie qui peut être en lien avec les autorités algériennes et être des agents dormants, je le mets entre guillemets, d'un État qui nous veut du mal. Voilà. En tout cas, la question se pose sur les chaînes de télévision, sur ces influenceurs, tous de nationalité algérienne, dont beaucoup sont proches du pouvoir
algérien qui s'attaque à la France et lance des appels alliant religion et je ne sais quoi, mais en réalité s'attaque à un pays. Je peux prendre le cas de M. Erdogan, turc, nationaliste turc, dont on dit, je crois, à tort qu'il est un islamiste. Je crois qu'il utilise les islamistes en Libye, en Syrie, en Azerbaïdjan, et il utilise des islamistes pour une idéologie qui est nationaliste. Donc vous voyez, il y a toute une multitude de stratégies des uns et des autres, mais en tout cas, il faut s'y attaquer, que ce soit des agents dormants, que ce soit des islamistes pur jus, que ce soit des convertis, que ce soit des traîtres à la nation française, puisque alliés objectifs des ennemis de la France, il faut tous les combattre de la même manière et les éradiquer, si je puis me permettre, c'est-à-dire sur le fond. Évidemment, je ne parle pas des personnes physiques. Quand Bruno Retailleau, justement, a fait arrêter, en tout cas interpeller et emprisonner ces influenceurs, est-ce que vous avez l'impression que ce nouveau gouvernement est en train de prendre les bonnes décisions ou qu'au contraire, c'est un coup d'épée dans l'eau ? J'ai envie de dire encore heureux qu'il les arrête parce que, vu les propos qui ont été évoqués par ces personnes-là, c'est-à-dire des appels au meurtre quand même, des appels à torturer le peuple français de manière générale comme ça et indifférente, encore heureux que ces gens-là soient arrêtés. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Parce que la personne, alors je ne me souviens plus de son nom, qui avait réussi à identifier tous ces influenceurs qui appellent au meurtre. Chokri Benzara. Tout à fait. Que j'ai écouté hier sur une chaîne de télévision, plutôt intéressant d'ailleurs dans ce qu'il disait. On est choqué par la première vidéo qu'il arrive à trouver de tel influenceur, qui est d'ailleurs en détention provisoire à l'heure où je parle. Puis on est choqué par le deuxième. Et puis ensuite, on s'arrête, et il y en a un troisième, un quatrième, un cinquième, et on se demande, mais combien il y en a sur le territoire français de ces personnes qui appellent à tuer des Français quand même. C'est-à-dire vous, moi, vos enfants, les auditeurs qui nous écoutent, et même les enfants de Sandrine Rousseau. Enfin, je veux dire, l'appel est indifférent. C'est vraiment républicain, effectivement. Il y a un universalisme incroyable de la part des influenceurs algériens. Et on parle des valeurs de la République. Charlie Hebdo, il y a 10 ans, on nous a expliqué que les valeurs de la République étaient véritablement le pinacle auquel on devait tous sacrifier, et que notamment la valeur cardinale, c'était la liberté d'expression. Est-ce que 10 ans après, vous avez l'impression que la liberté d'expression est aussi sacrée et que nous sommes tous prêts à expliquer que nous sommes Charlie pour à peu près n'importe quel discours ? Moi, je sais que dans le camp républicain, moi je suis profondément républicain, mais ça ne va pas dans le bon sens. Il y a beaucoup de communication et de vernis. Moi, j'entendais Valérie Pécresse qui a lancé un concours de la caricature de la liberté d'expression pour célébrer, en tout cas en hommage aux attentats de Charlie Hebdo. Mais elle rajoute une condition, c'est qu'il n'y aura aucune caricature contre un quelconque prophète. Donc, ni Mahomet, ni le Christ, c'est du vernis. C'est du vernis. Moi, j'ai proposé à Laurent Wauquiez, en région Auvergne-Rhône-Alpes, de organiser un concours que j'ai appelé Samuel Paty à l'époque. C'était avant la mort de Dominique Bernard, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Un concours Samuel Paty, justement sur la liberté d'expression. Il a dit que c'était une bonne idée, il ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Parce que c'est clivant pour ces gens-là. Ils ont des électeurs, ils ont une place, ils ont un poste, ils refusent la polémique, ils refusent d'avoir des gens qui s'opposent à eux. Et résultat, c'est moi qui ai été menacé de décapitation par un islamiste qui d'ailleurs a été arrêté derrière. Vous voyez, on n'y arrivera pas comme ça. C'est-à-dire, si on considère que la liberté d'expression, c'est une valeur cardinale de la République française, que vous soyez un croyant, non-croyant, que vous soyez un anarchiste qui refuse ou qui critique la religion de l'islam, les textes ou la religion chrétienne, il en a parfaitement le droit sur le territoire de la République française. Mais si c'est que du vernis, effectivement, ces gens-là sont soumis au danger, finalement, des véritables ennemis de la République qui, en tout cas ça m'est arrivé à moi, qui nous menacent de décapitation, par exemple. Donc, si vous voulez, le manque de courage de ces personnes dites du bloc central, des Pécresse, les Wauquiez, les Bertrand, qui même a financé des lycées proches des frères musulmans dans sa région, si c'est ça le bouclier de la République française, c'est pas ma vision des choses. Pierre Gentier nous avait cette phrase assez forte, il nous disait aujourd'hui on meurt pour l'islam mais on n'est pas prêt à mourir pour la liberté d'expression. Effectivement, on n'est même pas prêt à perdre sa place politique, donc ça en dit long. Est-ce que le problème c'est pas qu'aujourd'hui on a fait de la liberté d'expression une valeur fondamentale alors que ça devrait être peut-être un objectif, un outil, quelque chose qu'on cherche à mettre en place, mais qu'il faut chercher au-delà justement ces fameuses valeurs et
quelles seraient justement les valeurs que vous pourriez, vous, Andréa Cotarac, opposer à celles qui sont proposées par l'islam politique? Oui, Pierre Gentil rajoutait même tout à l'heure, si j'ai bien écouté, mais vous me corrigerez, on ne meurt pas pour la laïcité. Non, c'est ce qu'il a dit. Oui. Ouais. Moi, je pense que quand on s'attaque aux islamistes, quand on s'attaque aux personnes qui tuent ou qui ont tué sur notre territoire, en fait, on défend la France. Je regardais un sondage là récemment, on dit la laïcité est une valeur de la République, certes, mais le peuple français a intégré à 79% que c'était une valeur française. Et certains pourraient dire que c'est une valeur même issue de la chrétienté. Bon, bref, donc c'est une valeur quand même qui est comprise en France, mais qui n'est pas comprise à l'étranger. Hein. Quand vous allez à l'étranger, vous leur parlez de laïcité, rien que le terme n'est pas compris, même en Europe. Hein. Donc c'est une valeur qui, à mon avis, est intrinsèquement française. Et quand on défend un journal qui, objectivement, moi, j'étais pas abonné à Charlie Hebdo, un journal plutôt d'extrême gauche, il n'empêche, ils ont le droit de vivre. Comme d'autres journaux de la droite nationale ont aussi le droit de vivre. Donc je pense qu'on défend la France. Et les visions totalitaires qu'on a de la part de l'islamisme et de plus en plus de la gauche quand même, cette vision totalitaire-là, quand même assez dangereuse par rapport aux valeurs françaises. Quelles sont les valeurs françaises? Je suis d'accord avec Pierre Gentil. Et quelles sont-elles? On a parlé de la laïcité, on a parlé de la liberté d'expression. Finalement, c'est l'art de vivre à la française. On pourrait faire 10 émissions là-dessus. Mais je pense qu'on défend la France. Et quand on a des islamistes, parfois nés en France, qui viennent de Syrie, utilisent les voies des réfugiés, puis massacrent 300 personnes au Bataclan, massacrent toute une rédaction, etc., on ne peut pas se dire, finalement, c'est pas très grave, c'est des gens qui viennent de l'étranger. Non, c'est un phénomène. Ils ont utilisé les routes migratoires. Il y en aura d'autres, à mon avis, venant de Syrie. Ils utilisent et s'attaquent à des journaux français qui sont connus, donc à un symbole. Ils s'attaquent à la liberté d'expression et on voit le bloc central, les chevaliers de la droite, Pécresse et compagnie, qui finalement se soumettent à tout ça. Ils se soumettent. On fait un concours de la liberté d'expression en hommage à Charlie Hebdo, mais on ne fera pas de caricature sur Mahomet. Merci Madame Pécresse. Et ça, c'est financé avec nos impôts. Hein. C'est-à-dire la communication de Valérie Pécresse, qui est un vernis indigne, est financée par vous et moi. Dans le problème de l'islamisme, il y a peut-être deux choses. D'une part, le fait que les Français, au nom de cette conception un peu bizarre de la laïcité, dont vous soulignez qu'elle est vraiment spécifiquement française, et donc on peut se poser une question sur la pertinence d'un concept que nous serions les seuls à comprendre, et qui est de ne surtout pas comprendre que la religion fait partie, en fait, de la manière d'être normalement en société. Dans le monde entier, il y a des milliards de croyants, et en France, le fait d'être croyant est quelque chose qui, politiquement, n'a aucune valeur et ne devrait avoir aucune existence dans la sphère publique. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'islam est une religion conquérante. Et donc, les islamistes ont décidé de le faire de la manière la plus brutale et la plus violente possible, et on l'a vu dans plusieurs pays. Il est évident que lorsqu'on attaque la France, lorsqu'on attaque les symboles de la France, lorsqu'on appelle à tuer les Français, c'est la France qui est visée. Autrement dit, il y a un problème qui n'est pas juste un problème de faire en sorte que l'islam soit une religion reconnue, elle l'est déjà, il y a le fait de vouloir conquérir un territoire. Et là, il y a deux impensés quand même dans le discours. Je suis d'accord avec vous, la France est visée particulièrement chez les islamistes. Et je me souviens, alors il est mort maintenant, mais c'était David Valla, qui était un djihadiste, un des premiers djihadistes. Donc depuis, il a été un grand opposant de l'islamisme, confirmé par les gendarmes, etc. Bon, j'ai discuté avec lui, il me disait, voilà, dans les camps en Afghanistan d'Al-Qaïda, puisqu'il était à Al-Qaïda, on avait personnifié l'infidèle. Ses deux bras, le bras gauche et le bras droit, c'était les États-Unis et la Russie. Sa tête était britannique et son cœur était français. Parce qu'en fait, la France représente le summum de l'infidèle à l'islamisme. Le summum de l'infidèle. Il a coupé la tête de son roi, c'est un fait historique, je ne rentre même pas dans le sujet. Il a proclamé la laïcité, il a fait la Révolution française et il a vocation à être sur les 5 continents puisque le soleil ne se couche jamais sur la France. Et donc, il a vocation, même sous Napoléon, à exporter son modèle, que ce soit sur l'Europe ou sur les autres continents. C'est le summum de l'infidèle, la France. Donc oui, on est particulièrement visé. Mais si on est particulièrement visé et qu'on a comme bouclier Valérie Pécresse, si vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà.
Est-ce que c'est pas la question du sacré aussi qu'il faut soulever, puisque l'islamisme, justement, c'est un combat qui est vécu par ceux qui le véhiculent comme étant sacré. Aujourd'hui, nous, on a essayé, face à cela, de sacraliser la République. C'est un échec cuisant, et c'est peut-être aussi la preuve qu'on a oublié que la France existait bien avant la République, et que c'est peut-être là-dedans qu'il faut puiser, justement, ce sens du sacré. Moi, je pense que vous touchez un point extrêmement important. C'est-à-dire que on est dans une société très matérielle. On a des jeunes parfois qui sont désabusés, d'autres qui souhaitent laver finalement leurs conneries, puisque quand vous parlez d'anciens djihadistes, ils vous le disent. Hein, entre le recrutement d'Al-Qaïda dans les années 80, on va dire, guerre d'Afghanistan, etc., 70-80, et le recrutement de Daesh, c'est complètement différent. C'est-à-dire que Al-Qaïda cherchait au départ des ingénieurs, des personnes capables d'enseigner les tirs pour abattre des hélicoptères russes, enseigner un certain nombre de choses et surtout avait pour vocation de les former en Afghanistan, puis de les exporter dans leur pays pour que là-bas, ce soit eux qui enseignent justement ce qu'ils ont appris en Afghanistan. Daesh, c'est différent. Daesh a dit « venez en Syrie et on vous prendra au plus bas niveau possible ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ni de formation, ni de quoi que ce soit, et on a eu des jeunes de l'Europe entière, principalement, Allemagne, France, de Grande-Bretagne, issus de l'immigration pour la plupart, qui sont arrivés là-bas et qui se sont dit, bon bah, j'ai rien fait de ma vie, je suis allé 10 fois en prison, j'ai la chance ici, c'est si je me fais tuer, je vais au paradis. Voilà, c'est ce type de personnes qui ont été recrutées par Daesh sans aucune vocation ensuite d'aller enseigner ou de revenir en France, etc. et n'ont rien fait du tout. Ce sont pour la plupart des abrutis intellectuels. Intellectuellement, c'était des abrutis sous Daesh. Et on a évidemment une notion du sacré. Ils partent parce qu'ils savent qu'ils vont au paradis. Comme disait Pierre Gentier tout à l'heure, ils sont prêts à mourir pour leur idéologie ou leur religion. Qu'est-ce qu'ils ont en face ? Pas grand-chose. Un concours de caricature. Qu'est-ce qu'ils connaissent à l'histoire de France ? Au sacré, à la grandeur de notre civilisation ? Absolument rien. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui les fait rêver ? Où on a un parti unique de LFI jusqu'au LR qui caquette à longueur de journée dans un poulailler qui s'appelle l'Assemblée nationale, mais par contre qui s'arrange pour garder leur place. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Strictement rien. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ? Strictement rien. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale nous expliquait elle-même que le cap ne changera pas. Bon, bah, très bien. Elle est partie. Maintenant, on a Elisabeth Borne, super, qui dit qu'il faut enseigner dès le plus jeune âge la laïcité. Mais et le sacré dans tout ça, et la France, et la fierté, est-ce qu'on va encore se soumettre à l'Union européenne ? On va se soumettre au programme d'histoire. Vous savez qu'il y a 1 an ou 2 ans, l'Union européenne voulait des programmes d'histoire qui soient mondialistes, on apprend un peu l'histoire du monde, etc. Non, stop. À un moment donné, il faut une rupture totale et générale sous tous ces aspects, que ce soit les programmes scolaires, que ce soit sacraliser la France, notre pays, notre histoire, notre identité. Et je suis certain que c'est de cette manière-là que les personnes qui viendront ou les immigrés nous respecteront davantage. C'est quand vous affirmez votre identité, vous affirmez vos règles et vous avez de la fermeté quand elles ne sont pas respectées, que vous êtes respecté vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur gouvernement, vis-à-vis de leur pays de provenance. C'est comme ça qu'on se fera respecter aujourd'hui dans notre pays, mais aussi vis-à-vis de nos voisins. Mais alors, puisque vous parlez d'identité, est-ce que l'identité de la France, c'est la République ? En 1989, bicentenaire de la Révolution française, Lionel Jospin disait « Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse que la France s'islamise ?» Donc pour lui, il y avait une déconnexion complète entre la France et la religion, et donc la religion, pourquoi pas islamique, ne faisait rien à l'âme de la France, ne faisait rien à l'identité de la France. Est-ce que véritablement la France est à ce point-là un pays laïque au point d'être agnostique et de considérer que la religion chrétienne n'a aucune importance ? Non, la religion chrétienne est évidemment importante, mais d'ailleurs on peut être étonné que Lionel Jospin ne soit pas dans ce gouvernement, puisqu'on a ressorti beaucoup de premiers ministres, etc. Celui-là avait eu des propos de ce style. D'ailleurs, c'est une des premières causes du mal, j'ai envie de dire, Lionel Jospin. Parce que les premières affaires de voile à l'école, c'est lui qui était en charge. C'était à l'époque de Creil qu'il avait déclaré ça. Il était ministre de l'Éducation nationale et il a eu ce courage extraordinaire de dire bon, bah, je ne prends pas de décision, c'est au chef d'établissement de décider.
Bravo, monsieur Jospin. C'était le début, en fait. Bon, c'est trop compliqué, c'est trop clivant. On a SOS Racisme, on a une population qui est musulmane et qui vote peut-être pour le Parti Socialiste. Allez hop, on donne tout ça au proviseur ou au principal de collège, c'est lui qui gérera. Bah non, en fait. Et qui ensuite se fait menacer. On en parlait avec Pierre Gentil, ce proviseur qui s'est fait menacer d'être brûlé vif pour avoir demandé le retrait d'un voile. Donc vous avez vu, je veux dire, c'est une lâcheté absolue. Et donc il faut resacraliser la France, l'identité française. Effectivement, la religion chrétienne y a sa place. Moi, je suis juriste, comme Pierre Gentil d'ailleurs. Vous relevez souvent dans la loi, vous puisez nos origines. Moi, je prends le Code civil. Vous avez 80% de droit romain. Vous avez peut-être 10% de droit canonique. Et vous avez 10% de droit coutumier, donc plutôt germanique, plutôt le nord de la France. Il y a des origines qui sont très claires partout, dans le droit, dans l'architecture, dans la culture, dans l'urbanisme. Vous avez des origines et vous puisez des origines de l'identité française. Moi, je reviens au sacré, parce que je pense que vous touchez quelque chose d'assez fort. Ça vaut pour combattre l'islamisme, pour combattre les séparatismes. Ça vaut aussi dans le monde de la finance, hein, pour ceux d'en haut, qui n'en ont strictement rien à faire de la France et de l'identité française. Il y a une chose peut-être que M. Bayrou avait dite qui est plutôt intéressante, c'est qu'il a dit la laïcité, ok, c'est la séparation des églises et de l'État. Mais ça pourrait être aussi autre chose, c'est la séparation de l'État du monde de la finance internationale. Et quand on voit, moi j'ai travaillé à Bruxelles au Parlement européen, le manque de frontières entre les puissances financières et les élus, quand vous savez que à l'Europe, au Parlement européen, vous avez 8 lobbyistes pour un député, que vous avez des gens comme Barroso qui sont chefs de la Commission européenne, puis qui partent travailler pour Standard & Poor's, pour des agences de notation, puis qui reviennent, puis qui repartent. Quand vous avez dans le gouvernement des gens qui ont travaillé aussi dans des grandes boîtes, puis qui reviennent, puis il y a peut-être un conflit d'intérêts, mais c'est pas grave. Quand on a une vision claire, fière, quand vous sacralisez votre rôle, votre fonction au niveau de l'État, vous ne vendez pas l'État en allant voir ailleurs et en vendant les joyaux industriels, par exemple, de notre pays, de notre savoir-faire, de nos ouvriers. Vous ne vendez pas les turbines d'Alstom aux Américains parce que ça fait de l'argent. Alors il faudrait demander peut-être au mari de Mme Pécresse ce qu'elle en pense, puisque lui-même était dans cette affaire-là, à M. Sarkozy, à M. Valls. Toute cette oligarchie a vendu des joyaux industriels de savoir-faire français. Sacraliser, ça vaut pour les racailles, je dirais, qui s'islamisent, dont on parlait tout à l'heure. Ça vaut aussi pour les cols blancs qui donnent des leçons à la terre entière depuis 30 ans et qui ont mené ce pays à la catastrophe dans laquelle nous sommes. Tout ce que vous dites, c'est une grosse attaque envers le camp de la bien-pensance. Ça fait probablement de vous, en quelque sorte... Ça fait aussi probablement de vous, en quelque sorte, un anticonformiste, Andrea Cotarac. On n'a eu aucun mal, la France entière, à clamer qu'elle était Charlie au lendemain des attaques de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui, justement, se présentait comme l'un des fleurons de cette presse anticonformiste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des anticonformistes qui sont quand même plus conformes que d'autres ? Moi, il y avait une personne que j'appréciais beaucoup, c'était Ciné, qui était dans Charlie Hebdo, et effectivement, certaines blagues n'étaient pas passées chez eux. Notamment, c'était sur Jean Sarkozy. Il avait dû quitter Charlie Hebdo et il avait fondé Ciné Hebdo. Donc peut-être que si Ciné était encore en vie aujourd'hui, vous auriez pu l'inviter, je suis sûr qu'il serait venu, puisque c'était un réel anticonformiste, ami de Jacques Vergès et d'autres personnalités de ce style-là. Peut-être qu'il aurait pu avoir un avis là-dessus, puisqu'il lui a vécu dans ce monde-là pendant des décennies, jusqu'à être viré de Charlie Hebdo, parce que justement, ça ne convenait pas. Il ne nous reste plus de temps, Andrea Cotarac, mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national, collaborateur parlementaire de Marine Le Pen, président du groupe Rassemblement national en région Auvergne-Rhône-Alpes. On vous souhaite bien du courage dans votre mission politique, avec tous les risques que ça comprend, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui, les élus qui s'opposent à l'islamisme risquent gros. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.